Alors, je voudrais, je viens de faire une description de comment va se passer la mise en place de la vaccination obligatoire. Je vous invite évidemment à relire l'article que j'ai écrit sur le sujet dans le courrier des stratèges cette semaine. Mais j'ai annoncé que je parlerais des dessous de cette affaire et notamment de son lien avec le Great Reset. Et je voulais mettre l'annonce ou la plaidoirie de l'Académie nationale de médecine de cette semaine sur la vaccination obligatoire. Je voulais la mettre en rapport avec les positions qui ont été prises cette semaine sur le site du World Economic Forum par Julie Gerberding, qui est une épidémiologiste américaine et une vaccinologue, si j'ose dire, une chercheuse américaine, qui a dirigé le CDC, c'est-à-dire en gros l'agence de santé publique américaine, avant de devenir la responsable du département vaccins et vaccination au laboratoire Merck, c'est-à-dire dans le Big Pharma. Elle a publié un article faisant l'éloge de la vaccination et des campagnes de vaccination obligatoires dans le monde, y compris sur le Covid. Alors, cet article que vous pouvez retrouver très facilement sur le site du World Economic Forum explique le lien entre la vaccination obligatoire et le Great Reset. Et il a le mérite d'être d'une naïveté très américaine, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'autant en France, on aurait du mal à imaginer qu'un responsable d'un département de vaccination, d'un grand labo pharmaceutique, qui aurait eu d'abord des fonctions publiques importantes, supposons que Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, devienne chef du responsable vaccin de je ne sais quel, de chez Sanofi par exemple, on aurait du mal à imaginer qu'il produise une tribune sur les bienfaits de la vaccination obligatoire dans le monde sur le site du MEDEF. Enfin, c'est inimaginable en France. Avec le World Economic Forum, c'est possible. Et cet article est assez intéressant et je voudrais m'y attarder un peu longuement parce que il explique plusieurs choses, et notamment d'abord le lien direct entre Big Pharma et l'incitation à la vaccination obligatoire. Et il explique aussi l'idéologie de la vaccination qui justifie tout ça, parce qu'en effet, dans un monde normal, on peut se dire, mais comment ça se fait que des laboratoires pharmaceutiques qui produisent des vaccins aient une telle proximité avec les pouvoirs publics pour prescrire la vaccination obligatoire et que tout ça ne donne pas lieu à des contrôles. Alors, je vais en dire quelques mots, mais je voudrais commencer par comprendre justement ce qui fait que ça, finalement, ça ne choque pas ou ça n'ulcère pas les gens. C'est qu'il y a une idéologie de la vaccination qui est très bien expliquée à demi-mot, il faut le lire entre les lignes, mais c'est très bien expliqué dans l'article de Julie Gerberding. Alors, elle commence son article en disant « Mais la vaccination, le vaccin, c'est le miracle de notre époque. C'est ce qui a permis de sauver des millions de vies humaines contre des maladies mortelles. » Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait scientifique, le fait que, je l'ai dit en début d'entretien, que le vaccin, la vaccination contre des maladies mortelles soit un bienfait, je ne le discute pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est les mots que Julie Gerberding utilise pour décrire le phénomène. Parce que Julie Gerberding, c'est une ancienne de Berkeley, elle a fait des études de médecine dans les universités américaines les plus prestigieuses, elle a eu des postes extrêmement prestigieux dans l'État profond américain sur les questions de santé publique. Et donc on a face à nous quelqu'un qui devrait être remarquablement rationnel, remarquablement scientifique et purement objectif. C'est-à-dire que quand même, quand j'écoute les médecins dénoncent le charlatanisme. En France, on connaît le mouvement No Fake Med qui est notamment animé par l'époux d'Emmanuel Vargon, Mathias Vargon, qui combat tous les charlatans qui défendent la médecine naturelle. Et donc ces gens se prétendent des anti-charlatans, c'est-à-dire des défenseurs de la réalité scientifique, objective, pure, factuelle. Et ils commencent leur article en disant, elle commence, en tout cas Julie Gerberding commence son article en disant « c'est un miracle ». Alors, il faut quand même redire que le miracle, c'est précisément
ce qui se produit à Lourdes, et où les médecins disent mais c'est du charlatanisme. Enfin, et les seules choses qui soignent, c'est nos médicaments. Et les miracles du bon Dieu ou de la Vierge Marie, c'est du charlatanisme ou c'est de la superstition. Et on a sombré, on a basculé dans cette étrange civilisation où des gens qui ont combattu le charlatanisme du miracle christique, disent mais les évangiles c'est pour les gogos. Voilà, on ne peut pas soigner un aveugle. Enfin, c'est matériellement impossible que Jésus ait rendu la vue à des aveugles ou redonné la mobilité à des paralytiques. Et ces gens-là qui ont quand même fondé toute leur science en dénonçant la superstition religieuse commencent par décrire la vaccination en disant c'est un miracle. Et on comprend qu'en réalité, et je pense qu'il faut prendre le temps de dérouler la pelote de cette idéologie vaccinale qui existe. On comprend en réalité que la science aujourd'hui, la médecine, veut faire un grand remplacement de la pensée religieuse et de la pensée sacrée. Et que la médecine, d'une façon ou d'une autre, s'estime porteuse. Je vais utiliser des mots pédants, s'estime porteuse d'une téléologie du salut. Alors ce qui a fait le christianisme et ce qui fait beaucoup de religions, l'islam et le judaïsme fonctionnent de la même façon, c'est qu'on croit parce que finalement on assure notre salut après la mort grâce à la croyance religieuse. Après, pour tout un tas de raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pas le débat, mais le fait religieux s'explique par la peur de la mort et le besoin de s'assurer qu'après la mort, on ne sera pas en enfer. C'est le fondement du fait religieux, de la foi. Alors, le christianisme là-dessus a des mots extrêmement clairs. Jésus sauve les hommes. Donc il assure leur salut. Le salut, c'est ce qui sauve. C'est le fait de sauver. Et Jésus sauve les hommes et leur donne la vie éternelle. C'est vraiment l'idée que la religion va nous permettre de ne pas mourir. Et le miracle, c'est la manifestation de cette capacité au salut, d'une puissance transcendante qui nous garantit que nous ne mourrons pas et que nous aurons une vie éternelle. Et donc quand une scientifique qualifiée, patronne de États-Unis, de santé publique États-Unis, ancienne patronne en tout cas, patronne d'un département de vaccins dans un grand labo américain, quand cette dame prestigieuse avec des diplômes impressionnants, etc., commence son article sur le vaccin en disant « le vaccin est un miracle », elle nous dit quoi? Elle nous dit que, en réalité, la science, c'est la religion contemporaine, ou en tout cas, elle appelle ça de ses voeux, et qu'à la place des miracles de Jésus, maintenant, il y a les miracles de la médecine. Et je le redis, le miracle, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Donc, c'est totalement fascinant comme registre sémantique. Et je pense qu'il faut aller plus loin en déroulant cette pelote. C'est-à-dire que lorsque Julie Gerberding nous dit « le vaccin est un miracle », elle nous explique que, et ça elle l'écrit, que le vaccin permet de ne pas mourir, ou en tout cas garantit une immortalité vis-à-vis d'un certain nombre de maladies mortelles. Mais elle nous dit, alors l'article explique tous les bienfaits des campagnes de vaccination qu'il faut faire contre toutes les maladies possibles et imaginables, qu'il faut faire dans le monde, partout dans le monde. C'est un discours de la foi chrétienne, c'est-à-dire que les premiers chrétiens avaient reçu de Jésus l'enseignement qu'ils devaient parcourir les nations pour évangéliser, pour porter la bonne parole. Et la bonne parole d'aujourd'hui, quand je lis Julie Gerberding, c'est plus une parole religieuse, c'est un vaccin. Et qu'en réalité, il y a dans la pensée, dans l'idéologie vaccinale, la conviction profonde qu'à une époque, on a unifié les nations autour d'une foi commune qui passait par de la bonne parole et par un baptême. Le baptême moderne, c'est la vaccination. Et c'est d'ailleurs pour ça que la vaccination des enfants est devenue un élément aussi symbolique dans nos sociétés occidentales. C'est que ce qui donne l'immortalité, c'est plus le baptême chrétien, c'est la vaccination. Et qu'il y a eu un grand remplacement de la religion par la science,
avec un acte symbolique fondamental qui est la religion de l'homme moderne passe par une initiation qui est la vaccination. Et ça signifie, et je le redis, il suffit de lire l'article de Julie Gerberding pour comprendre avec quelle sincérité, je n'ai aucun doute sur sa sincérité, avec quelle sincérité, de son point de vue, la vaccination est devenue un acte religieux fondamental, un acte de survie qui nous garantit une grande immortalité. Et que finalement, avant de se baptiser, maintenant on se fait vacciner. Ça, fondamentalement, c'est présent dans l'idéologie de la vaccination. Et on ne peut pas comprendre la diabolisation dont les antivax font l'objet si on ne comprend pas que les défenseurs de la vaccination sont d'une façon ou d'une autre d'abord les défenseurs de l'idéologie vaccinale, les propagateurs de l'idéologie vaccinale. On peut défendre le vaccin sans être un idéologue de la vaccination, mais manifestement ceux qui sont aux manettes sont des gens qui pensent qu'en effet la seule solution, la solution miraculeuse, c'est le vaccin. Et si on ne comprend pas la dimension sacrée, religieuse de leur idéologie, on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire que pour eux, il ne s'agit pas seulement de soigner des maladies, il s'agit de sauver le monde et de sauver l'homme. C'est vraiment cette dimension mystique, d'une certaine façon, qui est intéressante. Et d'ailleurs, si on lit la totalité de l'article de Julie Gerberding sous ce prisme, on s'aperçoit que chacun de ces mots fait écho à cette vision, et que dans la propagande qu'elle fait en faveur des campagnes vaccinales mondiales, et j'insiste sur le fait que médicalement, c'est bien de vacciner des petits Africains contre des tas de maladies qui tuent. Mais on peut le dire comme ça. Et là, ce qui est dit, c'est du registre de l'évangélisation, de la mystique de « on va sauver l'humanité ». Et je crois que c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes sous le coup d'une caste qui a la conviction profonde qu'elle diffuse une nouvelle religion, qui doit remplacer les anciennes religions, et qui est la religion, une religion scientiste, qui est d'ailleurs très répandue aux États-Unis, et qui est que finalement, tous les problèmes de l'humanité vont être réglés par des injections, des petites pilules, et que l'humanité est épuisée par ces questions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé tous les problèmes sanitaires, eh bien l'homme est heureux. C'est écrit à peu près comme ça dans le fameux Great Reset du camarade Schwab et Malray, que maintenant vous commencez à bien comprendre, mais je vous invite à vous reporter au chapitre de mon livre consacré à la vision de l'humanité par Schwab et Malray, qui disent ça en substance, c'est-à-dire que l'humain, c'est une matière physiologique qui a des problèmes de bien-être et des problèmes de santé, point. Et les questions de l'âme, des questions de spiritualité sont totalement évacuées de cette vision du monde. Et la caste qui est au pouvoir et qui aujourd'hui appelle à faire des campagnes de vaccination est une caste qui occulte complètement la question de l'esprit, de l'esprit dans l'homme. Et alors, il y a deux lectures possibles d'ailleurs de ça, c'est que soit ils pensent eux-mêmes qu'ils n'ont pas d'esprit et que en réalité, dans la vie, il faut prendre des pilules pour pas mourir, et puis éventuellement des antidépresseurs si on n'est pas heureux comme ça, et que pour le reste, il ne faut pas se poser de questions. Soit ils considèrent qu'eux sont habilités à se poser des questions, mais que le tout venant, les manants comme nous, sont juste là pour être des machines à produire en meilleure santé possible jusqu'à leur mort, et que d'ici là, ils n'ont pas d'autres problèmes à régler que ça. Mais donc toujours est-il qu'on est bien face à l'émergence d'une nouvelle religion. Alors moi, ce qui me paraît intéressant dans cette affaire, quand même, c'est de noter que, et je prends un petit coup, c'est du café. Ce que je trouve intéressant de noter dans cette affaire, c'est quand même que autant Jésus, on pouvait penser qu'il n'était pas porté par l'industrie pharmaceutique ou par l'Amazon de l'époque qui organisait les petites ventes de statuettes à la sortie du temple.
Et Jésus n'était pas le représentant d'un intérêt, d'un lobby industriel ou d'un lobby économique. Et donc, quand il a dit aux gens, allez évangéliser le monde, en rendant à César ce qui appartient à César, on peut penser qu'il ne s'agissait pas de noyauter les économies mondiales ou les dépenses publiques mondiales pour faire du profit. Là, la particularité de la caste au pouvoir, c'est qu'elle nous propose un schéma différent. C'est que les gens qui aujourd'hui nous expliquent que le vaccin est un miracle, qu'il faut vacciner le monde pour le sauver, on a envie de dire ah ben c'est génial ce truc. Mais il se trouve qu'ils représentent des laboratoires qui vendent des vaccins. Et que donc cette idéologie de la vaccination, alors ce qui est intéressant dans l'article de Julie Gerberding, c'est qu'elle ne parle pas seulement du vaccin contre le Covid, elle ne dit pas il faut relancer des campagnes il faut garantir l'efficacité, c'est ça son article. Je vous donne le contenu de l'article, c'est comment on a beaucoup parlé de Covid, on a moins vacciné contre les autres maladies, et il faut relancer les campagnes de vaccination obligatoires. Parce que c'est bien pour l'humanité, ça va la sauver. Et donc, quand elle écrit ça, évidemment qu'elle parle pour sa paroisse, elle est patronne de l'unité vaccin d'un très grand laboratoire pharmaceutique, et donc son article, c'est du public reportage, si j'ose dire, c'est-à-dire que c'est pas une tribune d'opinion où les conflits d'intérêts seraient cachés, c'est très évidemment la patronne de Merck, l'une des pontes de Merck, producteur de vaccins, qui dit qu'il faut relancer la vaccination obligatoire dans le monde. Donc c'est évidemment un plaidoyer pro-domo, comme on dit. C'est-à-dire que les laboratoires ne se cachent pas, au moins, et quand ils vont écrire sur le World Economic Forum, dont ils sont partenaires, Merck finance le World Economic Forum. Et donc on est face à un système où tous ces gens qui dénoncent les fake news, les misnews, misinformation, disinformation, hein, donc Julie Gerberding dénonce la mésinformation. Et ces gens qui dénoncent la mésinformation, il faut lutter contre les fake news, sont capables sur un site, sur leur site, de publier un article sous signature d'une patronne d'un labo pour dire il faut écouler obligatoirement les produits des labos. C'est pour sauver l'humanité. Et on est supposé dire ah ouais c'est génial, c'est vachement hype, à bas les fake news, à bas la mésinformation, ça au moins c'est de la vérité. C'est confondant. Enfin, comment on peut en arriver dans ce monde à avoir une caste qui s'aveugle autant sur ses propres contradictions et qui passe son temps à dénoncer les mensonges chez les autres et qui est incapable de se dire, mais même politiquement, si la patronne de Merck signe un appel à relancer la vaccination obligatoire sur le site du World Economic Forum, on perd toute crédibilité en matière de pensée indépendante. C'est-à-dire, on avoue que le World Economic Forum est financé par des gens qui s'en servent comme d'un véhicule d'opinion, d'un porte-voix, un véhicule d'influence, pour défendre leurs intérêts économiques. Et c'est quand même ça qu'on peut reprocher aujourd'hui au World Economic Forum, c'est d'être financé par des boîtes qui essayent de jouer aux intellos, qui nous expliquent qu'elles ont une grande vision du monde pour notre bonheur, et qui en réalité défendent leurs produits, leur production et leur chiffre d'affaires.